Bonjour et bienvenue à cet entretien avec J.D. Curtness. Je m'appelle Christiane Vanet et j'ai le plaisir de m'entretenir avec elle aujourd'hui de son dernier livre, La vallée de l'étrange, un livre qui parle de technologie, d'anticipation et qui est teinté d'un bel humour noir. Donc, tout d'abord, je remercie les partenaires de cet événement. Donc, cette activité est présentée en codiffusion par Quoyatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 12e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Réalisée par Quoyatonk, l'édition 2023 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants, le CN, Inergex Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, Ocatela, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et le CDFM Huron-Wendat. Donc, merci à tous ces partenaires. Et donc, nous sommes ici avec, Julie, bienvenue. Bonjour tout le monde. Hey, le micro fonctionne. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci tout le monde d'être là et les 458 000 personnes sur Facebook qui nous regardent en ce moment. Oui, merci à elle. Julie, tu es bien connue du milieu littéraire, mais je te présente quand même. Donc, née à Chicoutimi, l'autrice d'origine Île-Nue, J.D. Curtness s'est installée à Montréal avec l'intention d'étudier les microbes, mais elle s'est finalement dédiée, pour notre plus grand bonheur, à l'écriture. Elle a publié en 2017 un premier roman, De vengeance, chez l'Instant même. Le livre est immédiatement salué par la critique et elle a présenté différentes visions de la fin du monde dans Aquarium, Bienvenue à Allison et aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas non plus si joyeux. C'est ce qui se passe dans La vallée de l'étrange qui est publié toujours ici à l'instant même. Donc, Julie, c'est par là que j'aimerais qu'on aborde ton œuvre par le prisme de ton dernier livre. C'est un roman qui s'intéresse au sort des compagnons, qui sont des robots créés par une vieille sculptrice pour faire plaisir aux êtres humains et qui, de petites merveilles de la technologie, en viennent à refléter, si on veut, le côté le plus noir ou obscur de l'humanité. La vallée de l'étrange, le titre, ça désigne une théorie d'un roboticien japonais selon lequel, en fait, quand un robot est très similaire à nous, on a un plus grand malaise parce qu'on voit la différence. Donc, quand un robot est très différent de nous, on l'accepte bien, mais s'il est très proche de nous, ses imperfections, tout à coup, vont nous sembler très malaisantes. Donc, c'est la Uncanny Valley en anglais. Donc, moi, j'aimerais savoir dans quelle vallée de l'étrange tu nous fais entrer dans ce livre, parce que j'ai l'impression que les humains sont beaucoup plus étranges que les robots dans ce livre. Oui, en fait, pour être franche, au début, je voulais donner comme titre Orienté objet. C'était ça mon titre de travail parce que la programmation orientée objet, c'est un mode de programmation. Parce que moi, je suis retournée à l'école il y a quelques années, puis j'ai un diplôme en informatique. Bref, pour la petite histoire. Puis là, évidemment, mon éditrice m'a dit « Julie, ça n'a pas de bon sens, personne ne va comprendre à part les geeks comme toi qui font de l'informatique. Donc, il faut changer le titre. » Et je trouvais que La vallée de l'étrange, ça allait bien parce qu'on est justement dans cette espèce d'uchronie où, à partir de la pandémie, une femme, une artiste visuelle, invente un objet absolument irrésistible, ce qui n'a pas été le cas dans notre réalité à nous, mais c'est ça qui se passe dans le livre. Puis je voulais montrer un peu qu'est-ce qui se passe quand, justement, des gens font quelque chose parce qu'ils ont la capacité de le faire et ne se posent pas trop de questions sur les conséquences. Donc, les gens qui inventent ces compagnons-là sont un peu omnibulés par l'argent et veulent à tout prix mettre ce type de produit sur le marché parce qu'il y a une demande absolument fulgurante et immédiate par rapport à ce produit-là. Puis en même temps, en parallèle, je voulais mettre aussi la vision du produit lui-même par rapport à ce qui lui arrive. Donc, la vallée de l'étrange, c'est qu'on rentre dans cette espèce de monde qui est très similaire au nôtre, mais qu'en même temps, il y a des légères différences. Et ces légères différences-là, en fait, font en sorte qu'on se rend compte bien vite qu'on est ailleurs, qu'on est dans un autre monde. Donc, on est dans cette vallée de l'étrange avec les personnages, puis avec Sim, qui est lui-même mon personnage de petit robot, qui lui aussi comprend absolument rien de ce qui se passe. C'est pauvre petit, il est un peu lancé dans le monde, et il est vulnérable, et les gens qu'on pense qui vont
qui sont les plus susceptibles de l'exploiter, en fait, sont ceux qui l'aident. Mais je ne veux pas non plus vendre toute l'histoire, là. Non, mais elle est palpitante de toute façon. On voit ces personnages-là, hein, un peu comme dans tes précédents livres aussi, on voit différents personnages évoluer en parallèle. Tu as souligné que tu as déjà fait des études en programmation. Comment est-ce que ça a influencé ta démarche d'écriture? Parce qu'on sent quand même aussi dans ce livre-là la grande connaissance que tu as de la programmation. Il y a du langage spécifique, mais est-ce qu'autrement, ça a eu un impact sur ta démarche d'écriture? Bien, en fait, c'était un projet d'écriture qui s'est transformé en projet d'étude, qui est redevenu un projet d'écriture. Ah, c'est la littérature qui t'a poussé vers l'informatique? Oui, ben oui, parce que l'informatique m'a toujours intéressée d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue narratif aussi, parce que nos vies baignent dans l'informatique et je n'y comprenais rien et ça me frustrait énormément et j'avais pas du tout envie de commencer à écrire là-dessus sans comprendre de quoi il s'agissait. Donc, je me suis rendu compte bien assez vite que je ne pouvais pas passer un après-midi sur Wikipédia puis prétendre que je connaissais l'informatique. Donc, mais aussi, c'était dans un but de professionnel de carrière aussi, de peut-être avoir un peu plus de connaissances puis d'habilité payante sur le marché du travail. Donc, je suis retournée à l'école pendant 1 an et demi. J'ai fait un programme accéléré au Cégep du Vieux-Montréal. Et ils appellent ça l'informatique de gestion, mais c'est en programmation finalement. Donc, j'ai appris les bases de l'informatique. Puis ça me sert énormément aujourd'hui parce que j'ai l'impression que je comprends beaucoup mieux comment fonctionne l'informatique, comment s'écrivent les logiciels, ou aussi comment pensent les informaticiens, parce que j'en ai côtoyé, tu sais, ces belles jeunesses en devenir. Voilà. Puis aussi quelque chose qui m'irrite profondément, c'est quand je lis sur un sujet que je connais et que je me rends compte que l'auteur n'a pas tout à fait compris ou est à côté de la plaque. C'est quelque chose qui me dérange énormément. Donc, je ne voulais pas provoquer ça chez des gens qui s'y connaissaient un peu en informatique dans mon livre. Mais c'est un grand dévouement envers la recherche documentaire. Je suis très impressionnée par cette démarche. Je suis contente d'avoir posé la question. Justement, parce qu'on on se pose la question quand même dans le livre, il y a une émergence. En fait, tu évoques quand même l'émergence de la sentience ou de la conscience chez les robots. Tu expliques la difficulté qu'on a à faire émerger des androïdes réalistes, en fait, en décrivant comment un sourire, c'est compliqué à faire par un robot du point de vue logiciel. Donc, pour faire la petite histoire, là, les créatures, les compagnons ressemblent d'abord à des espèces de toutous qui sourient, puis ensuite ils évoluent. Quelle part de réalisme il y a dans ce livre-là, puis quelle part de spéculation, en fait, où on en est là-dessus sur le développement d'androïdes et de robots? Ah ouais, c'est des questions légères ce matin. Alors, 10h05, non, c'est ça. Bien, j'ai toujours été fascinée par à quel moment, disons, de l'électricité qui se promène dans une boîte devient une conscience. Parce que nous, c'est ça qu'on est. On est l'électricité qui se promène dans une boîte éminemment complexe, mais ça reste que c'est ça qui se passe. On est une soupe de neurotransmetteurs et d'impulsions nerveuses. Puis avec ça, bien, on fonctionne, puis naît des concepts un peu flous comme la volonté et la liberté et la paresse, etc. Et à quel moment est-ce que artificiellement on peut créer ça? Là, on en est vraiment dans les balbutiements. Mais ce qui se passe, pour résumer un peu ce que j'ai compris jusqu'ici de l'intelligence artificielle, c'est que il y a une manière de programmer qui s'appelle l'apprentissage profond où on va écrire du code pour que la machine opère d'une certaine manière, mais à un moment donné, ce qui se passe dans la machine nous échappe. Dans le sens qu'il y a un bout où c'est la machine elle-même qui prend ses décisions, puis le résultat de ça, nous, on le renforce ou on dit non, c'est pas ça qu'on veut. Et à partir de là, la machine va travailler à toujours être renforcée. Mais comment elle en vient à prendre ses décisions, puis comment elle en vient à obtenir ou à livrer des résultats espérés, ce bout-là nous échappe. On appelle ça presque une boîte noire. Et c'est pour ça qu'il y a comme un décalage entre, disons, les politiciens ou la population qui demandent une transparence de la part des informaticiens par rapport à leur algorithme. Bien, les informaticiens
disent, ben écoutez, on peut aller jusque-là, mais il y a vraiment une part qui échappe à tout le monde. Et c'est cette part-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a certains résultats absolument fulgurants en informatique, mais ça reste que le savoir, si on veut, des machines est très ultra niché. Donc, on peut lui faire une tâche très, très précise, par exemple, de l'analyse textuelle ou de la reconnaissance d'images, etc. Mais tu sais, un truc global du genre aller à l'épicerie, acheter un livre de beurre, puis finalement prendre celle qui est la moins chère. Puis, tu sais, je ne sais pas, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes là-dedans où la machine serait absolument incapable, ou juste, qu'est-ce qui fait sourire une machine? Ben, mon personnage là-dedans, il va avec de l'analyse textuelle, finalement. Donc, il analyse un texte, puis en renforçant les textes qui, croit-il, feraient sourire un humain, ben, c'est ça qui inculque à la machine. Donc, de l'analyse textuelle, finalement, devient de l'analyse vocale, et à partir de là, la personne qui achète cet objet-là peut espérer avoir une interaction avec la machine pour faire sourire son objet, finalement. Un peu comme on fait gaga gougou puis le bébé sourit, ben c'est comme ça que ça commence. Puis plus l'histoire avance, plus finalement les techniques se complexifient et on en vient à avoir une machine de plus en plus semblable ou qui interagit de manière de plus en plus intéressante et de plus en plus irrésistible avec son propriétaire. Est-ce que tu espères que les robots vont avoir une conscience ou non? La partie en moi curieuse dit oui, mais en fait, c'est que qu'est-ce qu'être conscient? Est-ce que c'est la capacité à souffrir? On dirait que c'est beaucoup ça. Et la capacité à comprendre un peu l'absurdité du monde, etc. Donc, est-ce qu'on veut vraiment faire ça à quelque chose? Ou j'allais dire à quelqu'un, mais c'est un peu ça. Est-ce que... Et pourquoi on ferait ça? Et avec comment dire, cette capacité-là viendrait la responsabilité aussi de ces machines-là. François Blais a écrit un roman qui s'intitule « La seule chose qui intéresse tout le monde », où finalement on se rend compte, désolé, je vais divulgacher, que la majorité des machines, quand ils atteignent un certain niveau de sentience, ben, systématiquement, elles vont se suicider. Donc, ça en dit long, je crois, sur la condition humaine ou la condition d'être sensible au monde. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Puis pourquoi on voudrait ça? Est-ce que c'est parce que nous, les humains, on ne se suffit plus à nous-mêmes? On est frustrés par nos interactions qui ne sont pas, entre gros guillemets, parfaites. Donc, on voudrait une machine à notre merci, qu'on peut faire souffrir à notre gré, et qu'en même temps, nous livrerait ce qu'on veut. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite? C'est une très bonne question. Justement, dans le milieu littéraire, on a beaucoup entendu parler quand ChatGPT est né de ces robots conversationnels qui sont capables d'écrire des histoires quand même de façon assez impressionnante, assez rapide. Toi, comme écrivaine, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse comme outil ou parce que bon, ça a été quand même bâti sans payer de droits d'auteur aussi, il y a plein de questions éthiques qui sont soulevées par ces outils-là. Comment tu réagis à cette émergence? Je suis ambivalente. Je trouve ça très intéressant comme outil. C'est vraiment surprenant et un peu effrayant, même à quel point c'est puissant. Mais en même temps, quand on sait comment ça fonctionne, on se rend compte en fait que la machine ne recrache ce qu'on lui a fourni. Donc, à la limite, en fait, c'est pas long qu'on découvre les limites de la machine. Donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression que mon métier est menacé par une machine. Elle va refaire ce qu'on a déjà fait, finalement. Ce qui peut être suffisant dans bien des cas, mais dans une optique créative ou artistique, c'est pas très intéressant. Puis en même temps, j'ai vu récemment quelqu'un qui écrivait, c'était juste deux, trois phrases sur X, Twitter, puis ça disait, bon, ça y est, nous, on va se taper les jobs chiantes, puis les machines vont se taper les jobs créatifs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, que les machines créent à notre place, puis que nous, on continue de faire des emplois peu payants et non gratifiants?
il y a ça aussi, ça peut... La machine, en ce moment, sert à résumer un peu tout le savoir du monde, parce que c'est un peu ça, avec, avec une grosse marge d'erreur, il faut être prudent. Fait que ça sert à ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en même temps, je pense que d'un point de vue créatif ou de nouveauté, où on le sent tout de suite, en fait, que c'est une machine qui a généré un texte par rapport à un vrai humain. Même pour la génération d'images, c'est la même chose. On était ensemble récemment aux Utopiales de Nantes, puis on a vu... il y avait un exercice entre une intelligence artificielle puis un BDiste, je crois, que le public formulait des demandes, puis tu avais l'intelligence artificielle versus le BDiste, puis les deux fournissaient une image, puis on voyait en fait que l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle faisait, c'est reprendre un peu les images qui avaient déjà été créées par ce BDiste-là, et il y avait beaucoup moins de créativité par rapport à l'artiste qui était sur scène avec la machine. Oui, puis c'est une question passionnante parce que c'est ça, qu'est-ce que la créativité, puis comment la stimuler et la créer, ben on y revient en fait. J'aimerais t'amener sur le terrain de l'humour noir aussi parce que ton livre, La vallée de l'étrange, traite de sujets très sérieux, très sensibles, mais on rit beaucoup en lisant ce livre. Je ne sais pas si on rit jaune toujours ou on rit franchement, mais en tout cas, on rit. Ça, c'est certain. Quelle fonction a cet humour noir pour toi dans l'écriture? Ben, c'est une manière de faire en sorte que c'est pas trop lourd. c'est vraiment ça. Mais je pense que la vie est un peu tragique, puis est un peu absurde, puis le rire sert justement à dédramatiser tout ça, parce que bon, sur une échelle cosmique, si on relativise tout ça, nos existences ont vraiment peu de poids, là, selon moi, et en même temps, c'est peut-être aussi cette futilité-là qui leur donne leur importance. Un paradoxe. Et pour en revenir à l'humour, ben, j'ai toujours écrit avec humour. Je pense que je peux pas faire autrement. C'est la manière que je réfléchis aussi, c'est la manière que j'agis dans la vie. Donc, ça serait vraiment contre nature pour moi de me mettre à écrire sans humour. Mais en même temps, c'est ça. L'humour peut faire passer beaucoup de choses aussi. Peut faire avaler la pilule plus facilement, peut faire réfléchir aussi de manière moins frontale. T'sais, en y allant par le rire, les gens nous pardonnent plus facilement de leur donner une tape en même temps. Là. Fait, ouais. C'est bon. Puis, en fait, l'écriture de l'humour, c'est très difficile. Puis en t'écoutant, je me demande, est-ce que tu retravailles, mettons, les blagues, disons, dans ton livre? Puis comment? Ou c'est juste, ça vient naturellement? Moi, je suis comme vraiment fascinée par les gens qui savent écrire de façon drôle. Bien, ça me vient assez naturellement, mais évidemment, je retravaille mes blagues comme tout le reste, en fait. Mon texte a besoin d'être retravaillé constamment. Puis par constamment, je veux dire, je vais relire 15 fois mes choses. T'sais. Puis le point de vue de l'humour, en fait, c'est que l'idée est là. L'idée, d'habitude, l'idée est bonne, puis je la conserve. Mais après ça, c'est de la rendre de la manière la plus efficace possible. Ça, c'est un travail vraiment d'écrivain. Il est là, le vrai travail, plus que de trouver la blague elle-même. De la rendre plus punchée, en fait, de la rendre plus acérée, peut-être. Ben voilà, ou d'écrire une bonne phrase qui fait que les gens, ils buteront pas sur le style, puis ils vont juste avoir tout de suite l'image, puis voilà. Puis, toujours dans cette veine d'humour noir, tu sembles vraiment affectionner les personnages immoraux. Depuis De Vengeance, ils sont extrêmement présents dans ton travail. Qu'est-ce qu'ils te permettent, ces personnages-là? Ben, beaucoup de choses. Mais c'est difficile de répondre à cette question-là parce que pour moi, c'est tellement évident, en fait. Les personnages immoraux sont des personnages intéressants. Tu sais, des personnages qui font juste le bien et bienveillant et tout. Il n'y a pas d'histoire, selon moi. Les personnages immoraux, ben en fait, on est tous immoraux. On a tous des pensées intrusives. On a tous des... C'est pas vrai qu'on fait toujours le bien, c'est juste qu'on se fait pas prendre. Puis à la limite, la religion était là pour mettre un peu un couvercle sur la marmite. Aujourd'hui, c'est le système judiciaire ou les caméras. Mais c'est ça, les personnages immoraux sont fascinants parce qu'en même temps, ce que j'essaie de faire, c'est de donner une logique à leur immoralité ou de créer un sens par rapport à un comportement qu'on juge déviant ou immoraux, mais qu'en même temps, on peut le comprendre et à la limite, on va l'accepter de manière durant le temps du roman parce que
bon, évidemment, il n'y a pas de conséquences étant donné que c'est de la fiction. Puis en même temps, ça nous permet aussi de vivre par procuration des émotions ou des événements qu'on ne se permettrait pas de vivre dans la réalité, ce qui est le propre, selon moi, de la littérature. Oui, en fait, le personnage immoral, si on veut, de la vallée de l'étrange, c'est Brigitte. Alors, je ne sais pas si on dit vient ou viens. On dit viens. Parce qu'il y a même un passage où elle reprend un journaliste qui dit viens, c'est parce que non, c'est viens. Bon, elle m'aurait repris. Elle est quand même, c'est ça, c'est d'abord une vieille sculptrice qui montre, tu l'as dit, comment la logique capitaliste encourage, en fait, les créateurs technologiques à surfer sur à peu près n'importe quelle vague. Puis on voit moins de femmes dans ces rôles de leaders technologiques complètement fous. Est-ce que c'était un choix conscient de retravailler ce stéréotype-là du savant fou avec ton personnage de Brigitte? Un peu, oui. En fait, j'avais juste envie de montrer une vieille femme en position de pouvoir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'âgisme dans notre société. Je m'inclurais là-dedans. Là. J'ai souvent des réflexions. Je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai juste pensé ça. Moi, je l'ai pas dit. Mais c'est ça. Donc, j'avais vraiment envie de mettre cette femme-là qui a l'air vulnérable. Elle est toute petite, elle est toute rabougrie, elle est chauve, elle a plein de taches d'en face, etc. Mais qui a toute sa tête et est une femme incroyablement intelligente et qui a les dents longues, finalement, puis qui a énormément de créativité, puis qui est immensément riche aussi à cause de son succès. Donc, j'avais vraiment envie de mettre ce personnage-là qui un peu décontenance tout le monde, justement, parce qu'elle est hors norme complètement. Fait que les gens sont comme « Ah! » Tu sais, ils la regardent aller, mais en même temps, ils ont un peu peur d'elle, mais sont fascinés par elle. Donc, j'avais vraiment envie de mettre ce personnage-là atypique en vedette. Mais elle m'est venue sur le tard. Brigitte, au début, je voulais juste parler de l'informaticien. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le personnage le plus intéressant de... Ah non, Brigitte est incontournable, Brigitte. C'est bien qu'elle était... on va s'en rappeler, je pense. Puis c'est intéressant parce que tu lis la figure de l'artiste avec le créateur technologique aussi, à travers ce personnage-là. Quel lien tu fais plus largement entre ces deux figures-là? Bien, il y a énormément de liens entre, selon moi, les scientifiques et les artistes. Parce que je pense qu'un bon scientifique va être un scientifique qui a... excuse-moi, c'est parce que ma montre se met à vibrer, puis ça doit être parce que... Non, c'est pas terminé. Non, c'est ça, genre mon cœur vient d'arrêter, je sais pas ce qui se passe, mais excusez-moi. Mais, mais c'est ça, c'est qu'un bon chercheur va être créatif, va avoir des idées, il va savoir reconnaître aussi quand il y a une opportunité, je pense toujours à l'inventeur de la pénicilline. Tu sais, s'il avait jeté son éprouvette dans la poubelle quand il a vu que c'était tout moisi, on n'aurait pas d'antibiotiques aujourd'hui. Tu sais. Donc, ça prend ça. Puis en même temps, si on fait plus précisément l'informatique, aussi, un bon programmeur est un programmeur créatif. Tu sais. On a tous les mêmes outils, les mêmes bases en informatique, mais si on a un logiciel à produire qui fait telle tâche, c'est très rare que tu prends 50 informaticiens, les 50 vont écrire un code différent. Pourtant, on a toutes les mêmes briques pour construire le logiciel, mais ça demande énormément de créativité aussi. Puis les meilleurs informaticiens non seulement il faut être structuré, mais c'est les plus inventifs. C'est eux qui voient le code d'une manière beaucoup plus comme un art, finalement, un peu comme écrire. J'ai un prof, un des premiers profs d'informatique, il m'avait dit un bon programme, ça se lit comme un poème. Quand même! Ah oui, mais j'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire. Oui, quand même. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. J'aimerais qu'on parle de tes influences aussi, parce que je pense que l'influence de François Blais est assez... en tout cas, où on voit des liens entre ce livre et François Blais, que je sais que tu admires. Quelle part de son œuvre, pour toi, est présente dans ton écriture? Bien, je dirais que c'est de manière inconsciente, c'est par osmose, mais j'ai toujours admiré énormément l'humour de François Blais. Je pense que c'est une de ses caractéristiques, mais il y a une espèce de désinvolture dans sa manière d'écrire. Je le compare aussi dans ce sens-là à Jean Leloup. Tu sais, les deux, la manière qu'ils écrivent, ça a toujours l'air facile, ça a toujours l'air, à la limite, improvisé et d'un naturel déconcertant, mais il y a énormément de travail pour arriver à cet effet-là. Donc, moi, je vise un peu
cette facette de leur art que j'admire énormément, c'est-à-dire une écriture vraiment fluide, naturelle, sans prétention, et qui fait rire aussi, et en même temps d'une acuité et d'un cynisme. Il y a une bienveillance aussi très, très forte dans la manière qu'écrit François Blais. Il y a une tendresse aussi, malgré tout son ton caustique ou sarcastique. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui séduit chez François Blais. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite fortement. Par lequel tu suggères de commencer? Par quel titre? Ah, mon Dieu, n'importe lequel. Non, mais parce que tout ce qu'il a fait, c'est bon. Document 1, je crois que c'est un classique. Iphigénie en Hauteville. J'ai beaucoup aimé La classe de Madame Valérie aussi. Il a fait des romans jeunesse aussi. Bon, le prochain sur ma liste, c'est Le garçon au pied à l'envers, qui vient d'ailleurs de gagner, je pense, le prix jeunesse de la Ville de Montréal. Puis, il paraît que c'est un roman qui convient tant aux adultes qu'aux adolescents. Il y a de niveau, puis que c'est bien écrit. Puis dans ce livre, tu as vraiment les pieds dans la science-fiction, en tout cas sur les thèmes, sur les personnages. Est-ce que tu es une grande lectrice de science-fiction? Est-ce que tu avais des inspirations de ce côté-là aussi, ou pas vraiment? Je suis pas une grande lectrice de science-fiction, mais j'ai beaucoup consommé d'œuvres de science-fiction, pas nécessairement écrites. J'ai lu les classiques, là, je sais pas, comme Dune ou La main gauche de la nuit, ou des trucs comme ça. Mais j'ai été particulièrement nourrie à l'adolescence par la télé. Je pense entre autres aux Frontières du réel, c'est-à-dire de X-Files. Mais on rit, mais j'ai vraiment une obsession pour ce show-là quand j'étais adolescente. Là. Je capotais bien raide là-dessus. J'ai bien aimé aussi tous les films un peu apocalyptiques à la Terminator ou 12 singes. Donc, c'est vraiment ça qui m'a nourrie en termes de science-fiction. Mais je ne cherche pas activement à écrire de la science-fiction. Je me dis pas, je vais écrire quelque chose de science-fiction. C'est vraiment plus l'histoire elle-même qui, à un moment ou un autre, bifurque vers la science-fiction. C'est comme un outil parmi tant d'autres, un peu comme l'humour, où je me dis, bon, tiens, je vais mettre un élément un peu techno qui n'existe pas encore, ou une situation politique ou environnementale qui n'existe pas encore, juste pour, disons, aller chercher cette étrangeté qui fait en sorte que ça rend une histoire intéressante. Oui, puis tu écris beaucoup d'anticipation. En fait, dans Aquarium, tu t'intéressais à l'émergence d'une pandémie. Oh là là! Hein, on sait ce qui est arrivé par la suite. Dans Bienvenue Alison, tu parles de l'alliance entre des champignons et des extraterrestres. Et puis maintenant, dans La vallée de l'étrange, on est encore dans l'anticipation, c'est ça, avec les robots. Quelle est pour toi la fonction de ces récits-là du futur dans le discours social? Qu'est-ce que la littérature d'anticipation apporte à la réflexion pour toi? Ben, c'est un lieu commun, mais je vais le redire, c'est l'anticipation ou la science-fiction est une manière de parler du présent. Donc, c'est un miroir de société et sert à amplifier, disons, certaines tendances qu'on a prises ou certains événements qu'on pense qui vont se produire. Donc, je me qualifierais pas d'écrivaine engagée. Là, c'est souvent une question qu'on me pose, mais je dirais que je suis une écrivaine qui aime poser des questions. Donc, c'est plus une manière d'orienter le débat, de dire, bon, gang, on aurait peut-être besoin d'avoir une conversation, une réflexion sur tel sujet ou telle question, sans nécessairement dire c'est ça qui doit arriver ou c'est ça qu'on doit conclure. Parce que moi-même, je le sais pas. Mais c'est ma manière aussi de m'amuser aussi. Je pense que l'écriture est profondément un plaisir pour moi. Ne serait-ce que la meilleure partie, comme pour beaucoup d'écrivains, c'est d'imaginer l'histoire. Ensuite, l'écrire, c'est une autre game, mais il y a vraiment un plaisir d'imaginer qu'est-ce que sera, je ne sais pas, l'avenir, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas tant d'imagination pour imaginer où on va être dans 4000 ans. Ça j'en ai aucune idée. C'est tellement différent. Comment prévoir? Donc, 10 ans, 20 ans, peut-être c'est plus facile pour moi d'avoir cette anticipation plus légère. Voilà. Plus mesurée. Ouais.
dans les milieux de science-fiction imaginaire, justement, on parle de plus en plus de la nécessité de présenter des futurs qui sont désirables, qui sont positifs. T'es pas vraiment dans cette veine-là. Est-ce que tu as une réponse un peu à cette injonction-là ou est-ce que ça te fait mijoter sur quelque chose par rapport à tes propres façons de voir le futur? Ouais, on parle, mettons, de hope punk. Aussi, oui, c'est ça. Là, une espèce d'alternative d'un monde plus accueillant ou plus inclusif. Ben, je trouve ça vraiment intéressant de lire là-dessus, puis que des auteurs créent ces espaces c'est presque des safe space, là, des espaces bienveillants pour toutes sortes tous les gens qui ont besoin de cette bouffée d'espoir, finalement. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement ironique ou sarcastique ou cynique, donc j'ai beaucoup de difficultés à avoir de l'espoir en race humaine. Tu sais, je suis assez misanthrope comme personne. Tu sais, on est capable de monstruosité, mais on est capable de beaucoup de beau aussi. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant comme osciller entre ces deux... Pardon, je suis enrouée. Osciller entre ces deux facettes-là, le meilleur et le pire de l'humain, la beauté du monde versus notre piétinement de cette beauté, que de m'imaginer dans un monde 100% où les problèmes sont presque 100% réglés. Mais je peux comprendre que ça fasse du bien de lire ça. Est-ce que je vais aller là comme autrice? Je le sais pas. Je sens pas une pression pour aller là du tout. OK, bon, ben c'est bien. C'est ça la question, je pense. Ouais. Est-ce que je sens une pression? Pas vraiment, non. Ben, en fait, personne n'a eu le cœur de me le dire. Non, mais parfois, avec la pandémie, on a vécu des choses difficiles, puis parfois, ben, c'est ça, le besoin de positif se fait sentir, puis ça peut arriver. En tout cas, j'ai l'impression que c'est présent dans les discours sur la science-fiction. Tu parlais de ta façon d'anticiper le futur présent. En fait, le futur proche. J'ai l'impression aussi que tes livres sont ancrés vraiment non seulement dans une temporalité proche de nous, mais aussi dans des lieux qui sont proches de nous. Tu sais, on est au Québec. Dans Bienvenue à l'Essonne, ça se passe comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a de la culture web. On est vraiment dans quelque chose de très concret. Puis, pour toi, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est cette écriture-là du quotidien ou plutôt l'idée d'aller chercher les grands mythes de fin du monde? Qu'est-ce qui te stimule comme point de départ? Bien, j'aime les grands mythes de fin du monde, mais je les trouve particulièrement intéressants quand ils arrivent dans notre jardin, quand ils arrivent dans notre cour. Je pense que ça fait aussi partie de l'humour aussi, de voir que, tu sais, je sais pas, la fin du monde peut commencer dans ton entrée de garage. Là, tu sais, je trouve ça très drôle que cette espèce d'écart-là entre, mon Dieu, une catastrophe ou un enjeu vraiment sérieux et aux portées cosmique se produit dans l'hyper-local ou le quotidien. Parce qu'on est des êtres de quotidien. Tu sais, c'est pas parce que tu crois en la paix dans le monde qu'il faut t'oublier. Tu peux pas oublier de sortir tes vidanges. Là, sinon, ou de faire la paix avec tes proches. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'opposition entre les deux qui, je crois, génère aussi des situations narratives intéressantes. Un de mes films québécois préférés, c'est La face cachée de la Lune. Puis le personnage, tout le long, se pose cette espèce de question fondamentale qu'il veut demander je pense à Yuri Gagarin, le premier cosmonaute de l'ex-URSS. Il dit, bon, vous êtes astronaute, vous avez vécu de grandes choses, vous êtes un pionnier. Mais en même temps, comment gérez-vous le fait, justement, qu'il faut vous brosser les dents, puis frotter votre toilette? Non, mais dans le sens, c'est vraiment l'opposition entre l'hyper-quotidien versus les grandes aspirations de l'humanité. Ah, c'est intéressant, ça me fait penser à la phrase de Milan Kundera qui dit que le roman a découvert le prosaïque, en fait. Qu'au théâtre, on est toujours obligé d'avoir des grandes actions, mais que dans un roman, on peut parler du fait qu'il faut sortir ses vidanges, puis que ça fait partie de l'économie du récit, là. Ben exactement. Ouais. Puis
ou n'importe quoi. Tu sais, moi, je suis assez... Il y a déjà un critique qui m'a qualifiée d'autrice scatologique. Puis au lieu d'être insultée, je trouve ça très, très drôle, parce que c'est vrai, je parle beaucoup de ça dans mes romans, parce que, ça me fait rigoler. Tu sais, j'ai 4 ans d'âge mental là, avec ça. Mais c'est que ça fait tellement partie de la vie, tu sais, puis tu lis tous les romans, puis les personnages n'ont jamais besoin de, je sais pas, de se réhydrater ou d'aller aux toilettes, ou, tu sais, ils n'ont jamais mal à la tête. Ça me fait... J'aime vraiment ça, parler des choses qui nous rendent profondément humains, profondément vulnérables, versus, disons, la quête que le héros doit accomplir. Oui, puis on voit aussi l'influence que ça a sur le devenir, comme tu disais à propos de tes personnages. À un moment donné, le côté de l'argent ou le désir de l'avidité va les amener finalement à prendre des grandes décisions qui influent sur le cours de l'humanité. Fait qu'au final, c'est important dans la fiction. Toujours à ce sujet-là de l'anticipation, dans les dernières années, on a vu des collectifs d'auteurs, autrices autochtones qui se sont penchés sur le thème du futur, dont, par exemple, L'amour au temps d'après, Wapke, auquel tu as contribué. J'ai l'impression qu'il y a comme eu une espèce de floraison là, autour de la littérature d'anticipation autochtone. Est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est vrai? Ben ça, c'est vraiment un travail pour des chercheurs universitaires, selon moi. J'ai l'impression que le courant est arrivé en milieu anglophone ou anglo-saxon avant au Québec. Fait que là, on embarque nous aussi là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la base de ça, mais il y a une réflexion intéressante à savoir que pour beaucoup d'Autochtones, en fait, l'apocalypse est déjà arrivé. Tu sais, la colonisation... Quand les colons sont débarqués et qui ont éliminé, je ne sais pas, 90% de nos populations de manière directe ou indirecte, là, ça peut être aussi une histoire de virus, comme d'envie, d'appétit de territoire ou de ressources, etc. Mais ça fait en sorte que, bon, tout ça, ça a été un drame épouvantable. Puis tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on tenait pour acquis, tout ce qu'on chérissait, a été annihilé ou presque. Il nous en reste des fragments, puis là, avec ça, on se reconstruit peu à peu, tant bien que mal. Puis je pense qu'on arrive quand même bien là, pour la plupart. Donc, c'est peut-être à partir de là que la science-fiction a un sens, dans le sens où l'inimaginable est déjà arrivé. Donc, ça nous permet aussi d'élargir nos horizons, là, cette perspective-là. Puis d'écrire le monde autrement, aussi ce désir aussi peut-être de se projeter dans un monde qui est moins violent, de manière large. Oui, un espèce de désir de réinvention, en fait, qui peut passer par cette littérature-là. Ben voilà, un monde plus accueillant, où les blessures ont guéri, ou encore un monde selon davantage nos valeurs, de respect de l'environnement, des autres, des aînés, peu importe, beaucoup moins, mais peut-être un environnement aussi où il y a une certaine justice ou une certaine vengeance qui a eu lieu envers le colonisateur. Je t'amène un peu sur un autre terrain parce que je t'ai déjà entendu dire qu'on écrivait toujours le même livre. Tu as écrit quand même plusieurs livres d'anticipation. Quel est ce livre comment tu décrirais le livre que tu as l'impression que tu es toujours en train d'écrire? Qu'est-ce qui t'obsède? Je pense toujours? Il y a plusieurs choses, mais ça se résume peut-être à la seule raison de se lever le matin, c'est la beauté du monde. C'est un peu ça l'idée qui traverse mes romans de manière ou d'une autre. J'en reviens toujours à ça. L'envie du personnage à un moment donné de se retirer dans le bois puis de regarder l'herbe pousser. C'est un peu ça. Inévitablement, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui fait ça dans un de mes romans. Ah ouais, c'est la fin de La Vallée de l'étrange, sans la spoiler. Ouais. Mais c'est un peu là que tu dans Aquarium, il y a ça aussi, ce désir de communion avec la nature, de se retirer loin, d'aller plus loin, d'aller plus profond, de cette envie de silence et de calme, et ce retrait du monde dans De vengeance aussi, il y a ça, cette espèce d'appel de la forêt, ou même dans Bienvenue à Listen, les personnages comme veulent se scinder avec le sol. Donc, ouais. Est-ce que c'est vers ces sujets-là que tu as envie d'aller aussi pour la suite? Oui et non. En fait, j'ai une idée d'histoire, de prémisse narrative. Mais là, je me rends compte qu'inévitablement, oui, il y a un bout, ça va être comme dans la forêt, mais ça ne sera pas ça le but de la chose. Mais je trouve ça important parce qu'on est tellement déconnecté du vivant de manière
comment dire, volontaire ou pas, là, on est entouré de ciment, puis de bruit, puis de stress. Donc, j'ai l'impression que ça fait du bien aussi de retrouver, ne serait-ce que durant quelques pages, un genre de milieu plus vivant, plus accueillant et plus étonnant aussi, qui nous sort un peu de notre confort pour le remplacer par quelque chose de peut-être plus, comment dire, plus intéressant ou plus qui nous fait réfléchir autrement. C'est un peu ça. Ouais, je sais pas. Une espèce d'étonnement envers les autres formes de vie Oui. aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup ça dans tes livres, c'est l'espèce de regard oblique sur les autres formes de vivants et même autres formes de conscience, on pourrait dire, si on élargit au robot. Oui, bien, pour moi, ça va de soi qu'on a un travail d'humilité à faire, là, que les autres formes de vie méritent beaucoup plus d'égard par rapport à ce qu'on fait. Tu sais, pendant longtemps, on a eu cette espèce de mentalité qu'on arrive quelque part, on arrache tout, puis nous voilà. Tu sais, mais on est comme ça aussi avec les plantes, mais avec les animaux aussi, même juste dans l'Aquarium, en exergue, c'est le passage de la Bible où Dieu dit à l'humain, ben voilà, t'es maître de tout sur terre et je te la donne. Tu sais, reproduis-toi, puis soumets les bêtes, tu sais, à tout ce qui vit. Alors que j'ai l'impression que de plus en plus, c'est complètement absurde de penser comme ça, parce que on est tous dans le même écosystème, tu sais, puis le jour où il n'y aura plus rien que nous autres, on va être malheureux. Là. On n'ira pas loin, en fait. On est tous interdépendants. Puis en même temps, c'est fascinant aussi de se pencher sur les autres formes de vie puis de voir qu'il y a des formes d'intelligence qui nous échappent. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de l'évaluer ou de la mesurer ou de la comprendre qu'elle n'existe pas. C'est peut-être reconnaître qu'il y a quelque chose là à creuser puis une humilité à avoir. Oui, parce que dans la littérature, c'est quelque chose qui est quand même très émergent, en tout cas très foisonnant par les temps qui courent, d'essayer de voir à travers le prisme d'autres espèces ou d'animaux. Puis justement, quelqu'une me disait récemment que en fait, c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de la littérature, que c'est rare qu'on raconte une histoire qui n'a jamais été racontée, mais celle-là, elle a un peu jamais été racontée, cette histoire-là des autres espèces. On a peut-être ce qu'on appelle un changement de paradigme en histoire, dans le sens que là, on est dedans, donc on s'en rend pas trop compte. Un peu comme quand j'étais à l'université, on avait suivi un cours sur l'utopie en littérature, mais l'utopie en littérature n'a pas toujours été là, elle est apparue il y a quelques siècles. Pourquoi? Parce qu'avant, les mentalités n'étaient pas prêtes à ça, étaient incapables de s'imaginer un monde façonné par nous-mêmes, qui n'était pas comme imposé par Dieu. Tu sais, c'était presque vu comme une sorte de péché de penser le monde autrement. Donc, l'utopie est arrivée avec le changement de mentalité. Bien, je pense que peut-être que la nouvelle attitude qu'on a envers le vivant bien, est en train de changer. On est vraiment sur le bout de l'épingle. On est ouais, c'est ça. Oui, comme si on n'était pas, en fait, c'est comme ça a été un changement de paradigme, de penser qu'on n'était pas au centre de la galaxie, mais maintenant on n'est peut-être même pas au centre de la planète, puis peut-être temps qu'on pense voilà, à ça. C'est ça. Puis on est, à la limite, j'ai l'impression que c'est une question de temps avant qu'on découvre qu'il y a eu de la vie ailleurs, même dans notre propre système solaire. Peut-être pas une forme de vie super évoluée, mais des bactéries ou whatever, mais on sait pas ce qu'il y a, là, puis tu sais, on est peut-être juste rien, non, mais par rapport à autre chose dans l'univers, imaginer d'autres civilisations, on n'est peut-être juste pas synchronisé avec des autres civilisations qui ont pensé avant nous, qui ont peut-être réussi à durer un peu plus longtemps sans s'autodétruire que nous. Je sais pas, c'est vraiment des questions qui me fascinent, tout ça, puis c'est ça, l'extrême relativité de la condition humaine par rapport à ça. Il y en a qui trouvent ça angoissant, moi ça m'apaise justement de penser que nos actions n'ont pas tant de portée que ça. Tu as beau être le maître de ta compagnie ou de ton pays ou de ton continent, la planète Terre, c'est comme c'est rien par rapport au cosmos. Là. On n'est rien, on est un claquement de doigts. Là. Ouais. C'est fascinant, Julie.
Et je vais inviter le public à poursuivre cette discussion avec toi parce que c'est déjà terminé. Il me semble qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses. Mais je te remercie pour cette discussion. Vous pouvez poursuivre la discussion avec Julie qui sera en signature, n'est-ce pas, de 11 à midi. De 11 je m'en vais là. C'est comme à côté, au Morin Center. Oui, exactement, au Morin Center. Donc, il y a le Salon du Livre. Oui. Vous pouvez vous procurer les titres auprès des éditeurs présents, rencontrer les auteurs en séance de dédicace et tout. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, Christiane.